Alors, après avoir reçu l'email de phishing le jour 6 et avoir investigué sur le malware, enquêté sur le malware, tout semblait de retour à la normale. Cependant, juste avant de clôturer l'incident, on se rend compte qu'il y a du trafic suspicieux qui est détecté. Du coup, on a le SOC du Père Noël qui décide à nouveau de d'analyser, de lancer une nouvelle enquête sur ces traces réseau. Donc on va sniffer le réseau, on va comprendre comment fonctionne le trafic réseau, et pourquoi c'est important pour nous, les fondamentaux au niveau du trafic réseau. Pareil, quelques notions essentielles pour utiliser Wireshark, qui est un des outils les plus utilisés, qui est un des meilleurs outils au monde aussi quand on s'intéresse au sujet. Donc le but c'est de détecter les patterns, les anomalies au sein du réseau. Et puis on va voir quelques outils additionnels qui pourront nous permettre de conduire un peu plus loin notre analyse. D'accord? Donc le but, ça va être d'aider nos amis elfes à détecter ce trafic et enquêter sur les indicateurs de compromission qui ont été détectés. D'accord? Puisque vous n'avez pas uniquement des indicateurs de compromission dans un système d'exploitation sur un disque dur, ça peut être des artefacts également réseau. Et là, ça va être le cas. Alors, les paquets et l'analyse de paquets. Alors, les paquets, on va dire que c'est l'unité la plus basique au niveau du réseau. Et le réseau, qu'est-ce qu'il permet? Il permet tout simplement de transférer de la donnée à travers le réseau. D'accord? Donc, si un message est envoyé d'une machine à une autre, il est transmis en petits bouts, en petits morceaux, ce qu'on appelle des chunks en anglais. Et ces chunks, ces morceaux, sont en fait des paquets. D'accord? Donc l'analyse de paquets, c'est le processus pour extraire, analyser, identifier des caractéristiques propres du réseau, comme les connexions, les partages, les commandes, les protocoles, bref, tout ce qui peut avoir attrait au réseau. Et c'est également, ça peut être aussi récupéré, vous le savez, des logins, des mots de passe, des problèmes réseau. On peut les détecter via l'analyse réseau en sniffant. Et puis on peut même récupérer des fichiers qui ont été préenregistrés. Par exemple, si on sniffe un réseau et il y a du VoIP qui passe, on peut récupérer les communications téléphoniques via VoIP, par exemple. Alors, pourquoi on s'intéresse à l'analyse de paquets? L'analyse de paquets, déjà on fait ce qu'on appelle une capture. On va sniffer le réseau, on va enregistrer ça dans un fichier et ça s'appelle un paquet de capture. On appelle ça un PCAP. PCAP. C'est l'extension la plus connue qu'on va utiliser au sein d'ailleurs de Wireshark, d'accord? Mais c'est de la donnée encore qui est pas encore, exploitable. Si, ça va être mis en forme par Wireshark, mais c'est de la donnée riche à partir d'une source et il va falloir appliquer des filtres, d'accord? Pour pouvoir justement traiter toute cette donnée. On récupère le flux du trafic réseau, on capture en temps réel, ça prend beaucoup de place. Si vous devez capturer des paquets, par exemple en entreprise, je vous dis toujours, il faut un très bon ordinateur, une très bonne carte réseau. Parfois, on va s'aider de matériel dédié. Et voilà, autant on peut capturer un lien 10 mégabytes seconde, c'est pas compliqué. Un lien 1 gigabyte, 10 gigabytes, 25, 50, 100 gigabytes seconde, ça va être très compliqué. Il va falloir beaucoup de matos. D'accord? Donc ça va nous permettre de détecter, nous, en défense, les cibles. Donc ça va nous permettre de détecter les menaces. Et puis, on va voir également, c'est très utile, c'est utilisé en réseau pour diagnostiquer le réseau et voir si éventuellement il n'y a pas des pertes de paquets ou une congestion au niveau du réseau qui pourrait s'expliquer par un défaut de configuration, peut-être une boucle locale, etc., etc., etc. D'accord? Donc aujourd'hui, on va voir les bases, les mécanismes de détection au niveau du réseau, et puis comment est géré, traité l'information au niveau le plus bas, de notre paquet, et voir les différentes alertes, les statistiques. Donc encore une fois, on fait pas tout à fait la même chose quand on fait du red, du blue ou du purple teaming, mais c'est un outil que vous retrouverez dans ces trois disciplines. D'accord? Et puis aussi également comprendre que le fait que ça soit chiffré, encodé au niveau du réseau, ça peut parfois compliquer la tâche des analystes, puisque si le trafic est pas en clair, on ne pourra pas lire les informations. Autant, si le trafic est en clair, vous allez voir qu'on peut vite suivre les informations et tout simplement tout ce que vous faites et tout ce que vous tapez même sur votre ordinateur et que vous envoyez d'un ordinateur à un autre. Alors, déjà, avant de travailler sur les pick-up, on va
rappeler quelques petits concepts, d'accord? Alors, les bases que vous devez vraiment connaître, qu'il va falloir creuser, donc c'est le réseau et tous les protocoles dits standards. Toute cette connaissance, vous devez l'avoir, sinon vous n'aurez pas en fait les bases pour faire votre analyse réseau, d'accord? Donc il faut une bonne connaissance du réseau, des protocoles, comment ça fonctionne. Et puis, pareil, en fonction du protocole, il faut donner du contexte, d'accord? Est-ce que ça, c'est plutôt normal? Est-ce que ça, c'est plutôt un comportement anormal, pour pouvoir détecter justement les patterns? Et puis, des choses suspectes, il faut quand même avoir un background. Donc ça, je vous conseille de faire des CTF. Vous avez pléthore de CTF qui vous apprennent à utiliser Wireshark. On en refera. Je referai des modules dans les mois qui viennent. Ça sera pour l'année 2023 qui va être riche. Au niveau de ma chaîne, j'ai beaucoup de choses à faire en parallèle avec ma propre vie. Donc, j'essaierai de vous faire ça dès que je peux. Ensuite, se familiariser avec les attaques. Le principe d'attaque et de défense, c'est des concepts un peu abscons quand on débute en cybersécurité. Et plus vous allez justement avoir cette vision bleue et rouge, plus vous serez à même de prendre de bonnes décisions et d'être un bon analyste, puisque c'est ce qu'on vous demande, d'être analyste. Donc si vous êtes analyste en cybersécurité, vous êtes à même de juger, comprendre où aller chercher, quelle information est pertinente et surtout avoir cette vision holistique. Je vous répète toujours, the big picture, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à un instant T. Je dois être capable de dire non, là la situation est bonne, là la situation est pas bonne, d'accord? Mais tout ça, encore une fois, c'est avec votre retour d'expérience. Et plus vous allez faire des exercices, plus vous allez comprendre comment fonctionnent les attaquants, plus vous pourrez vous en défendre, plus vous allez comprendre comment fonctionnent les défenseurs, plus vous pourrez les attaquer, d'accord? C'est cette synergie entre bleu et rouge. Après, avec la strate au-dessus, qui joint les deux, vous le savez, c'est le purple teaming et le DevOps. Donc ensuite, toute une panoplie aussi d'outils qui vont nous permettre de faire une analyse pratique et d'expérimenter tout ça, mais on a de nombreux outils. Donc encore une fois, c'est un petit peu l'aiguille dans la botte de foin. Il faudra creuser et c'est un travail de longue haleine. Comme tout en analyse en bleu, on va vous demander de parcourir des logs, d'analyser des fichiers PCAP et de trouver ces petits octets cachés dans un paquet qui pourraient éventuellement fournir une information importante. Donc c'est un travail de longue haleine et il faut avoir de solides connaissances en réseau. En même temps, si vous débutez, le meilleur moyen d'avoir de solides connaissances en réseau, c'est justement de jouer avec Wireshark. Parce que là, vous visualisez. On peut vous expliquer le modèle OSI, on peut vous expliquer le modèle TCP/IP, mais le voir en fonctionnement, voir les différentes couches d'abstraction, les layers au niveau de Wireshark, et on peut tout analyser. Et là, vous allez retrouver toutes les couches dont on vous parlait dans vos cours sur le modèle TCP/IP. Et donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on voit les interactions entre couches basses, couches hausses, et ensuite entre les couches médianes qui communiquent à la fois vers les couches basses et les couches hautes, puisque pour rappel, au niveau du modèle TCP/IP qui est issu du modèle théorique OSI, qui a été fait par l'ISO, ces ingénieurs que vous connaissez, dont je vous avais déjà parlé. Le principe, c'est qu'une couche, si elle est tout en haut, elle ne peut communiquer qu'avec les couches du bas. Si elle est tout en bas, par opposition, elle ne peut communiquer qu'avec les couches du haut. Et celles qui sont entre, prises en sandwich, si vous me permettez l'expression, elles pourront communiquer à la fois vers la couche supérieure, à la fois vers la couche inférieure. Elles serviront de relais. Donc voilà, ça c'est vraiment les bases. Allez lire des bouquins, prenez du temps, faites des CTF, tapez CTF, Wireshark sur Google. Bouffez des exercices. Il n'y a pas de secret, il n'y a qu'en pratiquant qu'on devient bon. Et s'il y avait d'autres moyens de faire autrement, croyez-moi, je vous le dirai. Moi, j'ai pas d'autre solution. Donc il va falloir bosser comme un fou. Mais après, vous allez voir que ça va avoir une bonne connaissance de Wireshark. Ça va encore une fois développer après votre sens critique analytique sur d'autres sujets qui sont connexes. Et le réseau, on peut pas s'en passer. Vous devez aimer le réseau et vous passionner pour le réseau, d'accord? Parce que c'est une grosse partie, d'accord? C'est pas que de la programmation, c'est pas qu'une bonne connaissance des systèmes d'exploitation et puis ensuite des outils qui nous permettent soit de défendre, soit d'attaquer. Alors,
Lorsque vient le temps de faire une analyse au niveau des paquets, tout d'abord, il peut, de premier abord, sembler difficile de mettre en pratique la théorie. Mais la création de listes de contrôle, de mini playbook, comme on dit, facilitera considérablement le processus d'analyse. Alors, une liste de contrôle, c'est un processus simple pour l'analyse pratique des paquets. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, on va faire des vérifications, une checklist, une sorte de checklist, et on va voir ce qui est requis au niveau de nos vérifications, et après en détail qu'est-ce qu'on attend de cette vérification, de ce test, de cette connaissance, et comment on peut l'exploiter, à quoi elle va nous servir. Alors, on part d'abord sur des hypothèses, d'accord? L'hypothèse, c'est important avant de s'intéresser au paquet, d'accord? Un analyste, il devrait toujours se poser la question, déjà, quelle est l'hypothèse de base? L'hypothèse de base, si je recontextualise par rapport à notre exercice, c'est qu'on pensait avoir jugulé une cyberattaque et on se rend compte qu'on a des indicateurs de compromission qui repartent. On a des paquets malicieux qui ont été détectés, d'accord, via nos sondes réseau, nos IDS, etc., etc. D'accord? Ça, c'est l'hypothèse de base. Donc, la cyberattaque continue. Ensuite, tout ce qui est statistique au niveau des paquets. D'accord? Ça va nous permettre d'analyser, de contextualiser aussi au niveau du poids du trafic. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le flux HTTP, là, est-ce qu'il est en train d'envoyer beaucoup de données ou pas? D'accord? Ça pourrait éventuellement me donner un indice sur le fait que peut-être, à un instant T, via un protocole, il y a un hacker, un pirate, qui à exfiltrer des données, d'accord, en masse, d'accord. Donc si je vois que j'ai un lien réseau qui habituellement est plutôt calme, et je vois qu'il s'excite, et qu'on est en train d'envoyer beaucoup de paquets via ce lien vers l'extérieur, là, vous l'avez compris, il faudra analyser, et tout de suite se poser les questions qu'il faut. Alors, encore une fois, je vous le disais, ça aide les analystes d'avoir cette vision globale, holistique, au niveau des protocoles, les endpoints, donc tous les points de terminaison, c'est tout simplement les ordinateurs qui sont liés au réseau et que vous devez protéger, et le principe de conversation. Parce que je vous ai dit, les ordinateurs, clients, serveurs, sont polis, d'accord? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout simplement ce qu'on appelle de la conversation, d'accord? Qu'est-ce qu'une conversation? C'est une communication réseau entre deux machines. D'accord? Ensuite, il faut connaître toute la partie services, entre guillemets, qui sont connus. D'accord? Tous les jours, vous savez, vous utilisez du partage réseau, vous allez sur Internet, vous utilisez des services de messagerie. D'accord? Tout ça, ce sont des services. Ces services sont rendus par des serveurs. Je rappellerai, parce que on n'a pas cette logique. Moi-même, j'étais pas né, je vous rassure. Mais à la fin des années 50, 60, on a réfléchi à l'architecture client-serveur. Pourquoi on l'a appelé client-serveur, à votre avis? Mais tout simplement parce vous vous rappelez la métaphore que je vous ai faite avec les conteneurs Docker? Je vous ai dit qu'on s'était inspiré du fret maritime. D'accord? Et là, c'est pareil. On s'est inspiré du quoi? Mais du monde de la restauration. D'accord? Dans un restaurant, vous êtes un client. D'accord? Vous êtes client, vous rentrez dans le restaurant. Vous voulez bouffer chinois, vous voulez bouffer russe, vous voulez bouffer italien, vous voulez bouffer français. Parfait. Vous attendez quoi? Qu'on vous rende un service. D'accord? Vous avez faim, vous allez payer, et contre rétribution, on va vous nourrir. D'accord? Bien ou mal. Ça va dépendre du restaurant. Mais il y a un serveur qui vient prendre votre commande et qui va venir vous servir. D'accord? Il vous rend un service. Vous avez faim, vous payez, il vous nourrit. D'accord? Mais c'est exactement le même principe. C'est pour ça qu'on appelle ça des serveurs. Vraiment. Et c'est issu du monde de la restauration. Donc toi, t'es client et tu communiques avec des serveurs. Tu sais que c'est le modèle de base. D'accord? Donc l'analyste, en fait, il doit connaître ces protocoles associés pour chaque service. Si je te dis, écoute, partage, serveur de partage, fichier, d'accord? Pas sécurisé. Tout de suite dans ta tête, tu vas me dire, ok, FTP, port 21. D'accord? Etc., etc. D'accord? Donc vous devez connaître, et c'est le plus difficile au début, et après vous allez voir, à force de jongler, manger du poisson, stimuler votre cerveau pour avoir une bonne mémoire.
D'accord? Et le meilleur moyen d'avoir une bonne mémoire, c'est de bouffer de la data, bouffer de la data, bouffer de la data et comprendre ce que tu fais. D'accord? Et être passionné. Et après, tu vas voir que c'est comme une mécanique. Plus tu vas répéter le nom des protocoles, le port, les services associés, plus ça va devenir une seconde nature. Et à l'image de toi, c'est-à-dire quoi? Tu manges, tu respires, tu dors, hein, tu fais pas ça de façon consciente, hein. C'est de façon inconsciente, ton corps sait qu'il doit respirer, hein, sinon il se passe des bricoles, qu'il doit dormir pour se reposer. Quand il a faim, ben, automatiquement t'as faim, tu vas aller manger, d'accord? Mais tu le fais pas de façon consciente. C'est ton inconscient qui dicte tout ça, d'accord? Et ben là c'est pareil, il faut que ça devienne une seconde nature, d'accord? Tu vas analyser, 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 et à la fin, tu vas comprendre et vivre réseau comme si tu respirais. D'accord? Ça va devenir une seconde nature. Donc c'est pareil, il va falloir pratiquer. Ça s'apprend pas du jour au lendemain. Donc les adversaires aussi, ils connaissent ces services. Ils sont pas dupes. Ils connaissent les bénéfices pour eux. Et pareil, ils vont essayer d'attaquer ce qu'on appelle les low hanging fruit, hein, c'est-à-dire les fruits qui pendent de l'arbre. D'accord? Très souvent, les pirates pas très compétents vont chercher la facilité. D'accord? Et à l'inverse, on peut après faire des attaques très sophistiquées, notamment sur du VPN. Et là, ça peut être quasiment indétectable pour le SOC. D'accord? Et on a vu dernièrement dans la nature ce type d'attaque où on privilégie l'attaque du VPN pour avoir un point d'entrée sur le réseau d'une grosse entreprise. Donc après, c'est pareil. Et comment tu détectes, toi? C'est quoi un trafic VPN malicieux avec un trafic VPN que tu côtoies tous les jours dans ton travail? Qu'est-ce qui est malicieux, qu'est-ce qui est normal, hein? Donc encore une fois, je vous montre, je vous fais des métaphores, encore une fois, hein, c'est un peu grossier, mais c'est pour comprendre en fait tout ça, d'accord? Donc le service, c'est une capacité, c'est une application qui facilite les opérations réseau entre les utilisateurs, d'accord, et une application, d'accord? Ça interface en fait, hein, la personne avec l'application. Pourquoi? Parce que les gens, on va pas leur dire vas-y, va derrière le mainframe, hein, ou le centre de données, et tu vas te plugger, hein, sur la baie serveur au cul du serveur pour accéder à l'application. On le fait à distance. Pour ce faire, vous l'avez compris, on a besoin du réseau, on a besoin des protocoles. D'accord? Donc le protocole, je te le dis toujours, c'est ni plus ni moins un accord entre deux personnes pour communiquer. D'accord? Tu es italien, je suis français. Je ne parle pas italien, tu ne parles pas français, mais on parle tous les deux anglais. Donc on va s'accorder qu'on n'utilisera pas nos langues maternelles. On va s'accorder que dès qu'on communique, toi et moi, on va parler anglais, d'accord? Et je vais me présenter. Je vais me dire hello, I am Saltamok. Hein, do you speak English? Et tu vas me répondre. Tu vas me dire yeah, I am John. I speak English, Italian too. Hein? Et je vais te dire I don't speak Italian. I can speak French. Et il va te répondre quoi? I can speak French, but I can speak English. Ok? Et là, tu vas lui dire ok, let's speak English. On s'accorde. Donc les protocoles, c'est des règles, hein, un groupe de règles qui va identifier comment les données sont traitées et transmises au sein du réseau. D'accord? Le but, pourquoi on a interconnecté les réseaux? Parce qu'il fallait s'accorder, hein, sur des règles. Pourquoi on a inventé les protocoles? Pourquoi Internet existe? Parce que le protocole se fout de la machine. Je me fous que tu sois un macOS. Je me fous que tu sois un Android ARM. D'accord? Je me fous que tu sois un Windows. Pourquoi? Parce qu'on a un protocole. Et peu importe ton système d'exploitation, peu importe ta pile TCP/IP, comment elle a été implémentée, je me fous de tout ça. On peut communiquer. Le reste, ça ne m'intéresse pas. D'où l'importance du protocole et comment il est défini. D'accord? Ensuite, pareil, certains services qui doivent attirer votre œil. Hein, je vous ai dit en anglais cette expression red flags. Hein, ça doit vous alerter. Un analyste, il doit comprendre et même voir peut-être certains protocoles qui sont inconnus, certains services. D'accord? Et ça doit, encore une fois, être mis en adéquation dans votre analyse et comprendre, en fait, ce qui va, ce qui ne va pas. Les patterns connus. D'accord? Encore une fois, c'est sur votre expérience, votre connaissance. Tout ça, ça se construit de façon empirique. D'accord? Mais un analyste, il doit comprendre, en gros, quelles sont les anomalies.
comment elles sont détectées, lui-même il peut les détecter, et puis après qu'est-ce qu'il doit faire? Encore une fois, tactique, technique, procédure, c'est bien de détecter une anomalie, mais ensuite il va falloir l'analyser, d'accord? Donc d'un premier coup d'œil, après c'est ce qui fait un bonne analyse d'un quelqu'un qui débute hein, et qui apprend le métier, il n'y a pas de secret, et ben c'est justement aller à ce qui est pertinent, d'accord, pour nous. Et l'environnement. Encore une fois, je vous parle tout le temps du cette conscience de la situation, situational awareness, vous devez avoir cette conscience de la situation, de votre environnement, d'accord? Vous n'êtes pas seul et il y a tout un environnement, tout un écosystème autour de vous qui interagit. Vous interagissez avec cet écosystème et l'écosystème interagit avec vous, d'accord? Vous, en tant qu'être humain dans la société, sur cette terre, c'est exactement cette même métaphore. Vous interagissez avec votre écosystème et votre écosystème interagit avec vous, d'accord? Votre petite tribu, vos groupes, d'accord? Votre groupe de collègues, hein, le boulot, la famille, les amis, la société, tout ça, ce sont des écosystèmes qui font partie d'une plus grande bulle. Vous, vous grandissez depuis tout petit dans cet environnement. Alors, vous avez une certaine influence, mais n'oubliez jamais que votre environnement également a une influence sur vous depuis tout petit. On vous conditionne à des schémas de pensée, hein, à la pensée de groupe, à la doxa, à la pensée dominante, d'accord? Et voilà, on n'a pas envie de se froisser avec ses amis, on n'a pas envie de se froisser avec sa famille, on n'a pas envie de se froisser avec quoi? Même des inconnus ou avec son patron. Tout ça, on est conditionné par notre environnement. Mais nous, c'est pareil. En tant qu'analyste, on baigne là-dedans et il faut avoir un peu de recul pour justement garder cet esprit critique et analytique pour comprendre aussi comment moi-même je peux être influencé par d'autres choses. D'accord? Et parfois, je peux être influencé en me disant que tous les marqueurs sont bons. Hein, tout se passe bien. Mais une cyberattaque aussi, si elle est très évoluée, très sophistiquée, ben tu la verras pas passer. D'accord? Il faudra justement être très attentif aux, aux moindres motifs, patterns que tu pourras détecter. D'accord? Donc on travaille en cybersécurité, on a des dynamiques hein, et on travaille dans un environnement. D'accord? Donc ça inclut pour nous, si on parle du réseau, tout ce qui est des blocs d'adressage. Hein, généralement, on parle en intervalle. On a des ranges, on a des noms d'hôtes. Hein, on a toute une structure au niveau aussi des noms d'utilisateurs, les services qui sont utilisés, des ressources externes. D'accord? On peut avoir le trafic, hein, la charge du trafic qui va évoluer aussi, puisque bah, une entreprise hein, à midi ne fonctionne pas pareil que entre 8h et 10h, 10h et midi et 14h et 17h. D'accord? Et puis il y a aussi de la planification, peut-être au niveau de la maintenance réseau. Donc tout ça, tu dois en être conscient. Tu vois, la première erreur que je voyais, c'était par exemple des analyses de production qui paniquaient. Ils étaient niveau 1 et bah, il y avait tout un réseau qui tombait. Et là, c'était tout de suite, ça y est, on est en train de nous attaquer. Merde, il y a des B-serveurs qui sont tombés. Alors que, pareil, le rasoir d'Occam, hein, comme on dit en philosophie, c'est-à-dire l'explication la plus rationnelle et souvent la plus simple. Et la plus simple, mais quand t'es paniqué, quand tu connais pas encore ton travail, tu fais quoi? Bah, tu fais des conclusions à la va-vite. Et la troisième solution, la plus réaliste, et ce qui se passait, c'est que tout simplement, bah, il y avait de la maintenance qui était planifiée sur ces machines. Donc les gars étaient prêts à escalader niveau 2, niveau 3, à appeler la terre entière, même le client, pour finalement quelque chose qui avait été planifié. Juste, encore une fois, c'était mal interprété dans leur environnement. D'accord? Tout de suite, boum, il y a des machines qui tombent, bah, va voir s'il n'y a pas une mise à jour, s'il n'y a pas une maintenance qui est planifiée. Et en effet, bah, il y avait quoi? Il y avait 2 ingénieurs qui travaillaient sur les B-serveurs et qui étaient en train de faire des montées de version dans le centre de données. Donc tu vois, tu paniques, tu perds tes moyens, tu deviens plus rationnel, tu oublies toutes les procédures que tu as à ta disposition pour penser de façon efficace, efficiente, et si tu t'étais rappelé, si tu avais regardé tes procédures et toute ta communication, tout ce que tu as à ta disposition, tes outils, mais tu aurais vu que tel jour, hein, si tu es analyste de supervision informatique, eh ben, il y avait une maintenance qui était planifiée. Donc, tu as paniqué pour rien. D'accord? Et à l'inverse, voilà, s'il n'y a pas de maintenance, tu peux te poser des questions et te dire, merde, il y a un problème. Soit il y a un problème matériel, soit peut-être, bah ouais, il y a une cyberattaque qui est en cours. D'accord? Mais tout le temps, déjà, chercher des explications rationnelles. Une fois que toutes les explications rationnelles, mais il y en a aucune hein, qui pourrait expliquer ce que tu vois,
et ben là, il faut commencer à t'agiter, d'accord? Mais essaye toujours de comprendre l'environnement et pas tirer des conclusions hâtives. Puisque le propre de l'analyse, c'est de prendre du recul et avec son expérience, avec ses outils, aller à l'essentiel et comprendre ce qui se passe. D'accord? Et parfois, ça peut être très compliqué puisqu'on panique, on a peur, peur de perdre son boulot, peur pour les pertes sèches pour une entreprise, la pression de la hiérarchie, tout ça, tout ça, tout ça. Ok, donc maintenant, on va parler un peu de Wireshark. Alors, Wireshark, c'est l'outil standard dans l'industrie. Il n'y a pas que lui, mais c'est un très très bon outil qui va nous permettre de sniffer les paquets réseau. Alors, quand on parle de sniffer les paquets réseau, c'est récupérer nos paquets réseau pour l'analyse des protocoles réseau. Ça va nous permettre de faire une enquête sur le trafic, sur les paquets. On va pouvoir afficher, enregistrer, décomposer le trafic réseau. Donc on fera des modules Wireshark, je continuerai. Il y a toute une grosse partie que je comptais vous faire, mais j'ai pas eu le temps. Donc on verra ça en 2023 si je suis pas mort, comme je dis toujours. Et une démonstration rapide de l'outil pour l'analyse fondamentale. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va survoler, encore une fois, ça ne fera pas de vous des professionnels de Wireshark, mais ça vous donnera quand même les bases pour comprendre comment on sniffe les paquets et puis après comment on peut analyser ces différents paquets pour essayer de comprendre ce qui s'y passe. Ok, donc on va se lancer Wireshark, on double-clique dessus, on va arriver sur l'interface. Voilà. Donc là, ça va vous lister vos interfaces de capture. On va capturer les paquets, on va les sniffer. Nous, ce qui nous intéresse, vous l'avez compris, c'est la machine est air gap. Donc, on va pas s'intéresser à une interface réseau, mais on va s'intéresser à un fichier pickup. Alors, je peux tout à fait ouvrir le fichier, aller le rechercher. Mais pensez, depuis votre plus jeune âge, si vous êtes issu du monde de Windows, on vous a appris à cliquer avec votre souris. Pour une fois, vous avez le droit de l'utiliser. On va faire un glisser, déposer, c'est limite plus simple. Voilà. Alors, comment ça se passe? Donc là, vous avez tout en haut les options. Vous avez différents pictogrammes qui vont être très utiles pour nous, qui vont nous permettre de générer des actions, de pouvoir trier tout ça. On a le display filtre, très très important, ça va nous permettre d'appliquer des filtres puisque on aura énormément d'informations. Alors là, je sais pas combien de paquets on a. On va voir. Ouais, on doit en avoir 2000 ou 3000, je suppose. 1500. 1421. D'accord? Donc là, j'ai le NO, c'est le number. D'accord? Donc plus je pars, vous l'avez compris, d'en haut, plus on avance dans le temps. D'accord? Début, tout en bas, la fin. Là, vous avez la visu. On va pouvoir justement voir la conversion directe entre de l'hexadécimal et après ce qui est traduit. D'accord? On a ASCII. Et ici, vous avez justement les couches dont je vous parlais et que vous retrouverez dans le principe du TCP/IP, d'accord, les couches basses et des couches hautes, d'accord. Donc on a notre RAM, on appelle ça des frames en anglais. Là, on a la couche Ethernet 2 avec la source, la destination. On voit que c'est de l'IPv4. On a la couche protocolaire. On voit que c'est de l'Internet IPv4, Internet Protocol version 4, que vous connaissez tous. Et vous voyez qu'à chaque fois, on a des champs. Là, on a nos flags. Et on retrouve toutes les informations. Si vous avez étudié certains types de protocoles, vous devriez reconnaître ce qu'on vous a appris au niveau théorique. D'accord? Sauf que là, on peut accéder à toutes les couches et c'est ça qui va nous donner une vision objective. D'accord? Donc là, on voit qu'on a notre interface qui a été capturée on wire, donc il nous dit que ça a été visiblement, on a utilisé un câble. En effet, c'est de l'Ethernet. D'accord? Donc je vais pas encore rentrer dans les détails, on fera plein de cours sur Wireshark. Encore une fois, c'est une mise en bouche. Mais on arrive sur notre fichier pickup qui a été chargé. Alors je vous le disais, au début c'est intimidant. On ne sait pas sur quoi se concentrer. D'accord? Donc le but, nous, ça va être de décomposer tous les paquets. On a le principe d'arborescence et ça va nous faciliter notre travail d'analyse. Donc on a des statistiques sur l'utilisation globale des ports, des services, et en fonction des statistiques, vous allez récupérer des informations qui sont pertinentes. Alors, si je veux avoir déjà un premier jet, on peut demander ce qu'on appelle la hiérarchie.
des protocoles. On va aller dans statistiques et si vous regardez bien, on a le protocole hiérarchie. En anglais, hiérarchie des protocoles. Parfait. Donc, on se retrouve tout en haut avec notre trame. Pour rappel, ce principe d'encapsulation, je vais, comme des poupées russes, mettre des plus petites poupées dans d'autres grandes poupées et on va les emboîter, on va les empiler, on va les encapsuler, d'accord? Et on switch. En fait, votre carte réseau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle reçoit des données et à chaque fois qu'elle envoie ou qu'elle reçoit des données, quand elle en reçoit, elle décapsule les informations qui sont dedans et quand elle doit les envoyer à un autre ordinateur, même à l'autre bout de la Terre, elle l'encapsule, d'accord? Et c'est pour ça que ça demande des ressources. C'est pour ça que si vous téléchargez un gros fichier à la maison, vous utilisez du torrent, vous téléchargez un gros jeu sur Steam, vous téléchargez un fichier lourd via WeTransfer dans votre navigateur web, vous allez voir que les cycles CPU, ça monte, ça bouffe beaucoup de cycles CPU. Pourquoi? Parce que votre processeur et votre carte réseau, et surtout votre processeur, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'encapsuler, de décapsuler les trames à la volée. D'accord? Donc là, on voit l'utilisation globale des ports et des services. On voit le paquet total en pourcentage. Donc tout à 100%, c'est la trame, ce qui est normal, c'est elle qui permet de véhiculer la donnée sur le réseau. On voit que ensuite à 100%, on est sur de l'Ethernet, c'est ce qu'on a vu ensemble. Et après, on peut diviser. On voit qu'il y a 99,8, ça concerne de l'IPv4, du TCP, à hauteur de 99,4, ça couche du TLS, donc si on parle de TLS, SSL TLS, on a du chiffrement en HTTPS, d'accord? Et après, on voit que on a du HTTP, c'est que 0.3, du media type, de la résolution ARP, Address Resolution Protocol, et nos short frames. D'accord? On voit les paquets, le nombre de paquets qui ont été utilisés, le pourcentage au niveau de nos octets, la taille en octets, le transfert bits par seconde, au niveau de la vitesse, pareil, toute la métrique, d'accord? Au niveau du end. Donc on voit toute la métrique. Parfait. Maintenant, imaginons que je veuille accéder à tout ce qui concerne le TCP. TCP, et qui dit TCP dit aussi UDP. Pourquoi? Parce qu'on parle en fait de TCP/TCP IP. D'accord? Et dans le TCP IP, vous savez que vous avez à la fois du TCP, mais également de l'UDP. Donc tout ça, ça va être très utile pour nous parce qu'on va pouvoir voir les connexions par protocole IP-TCP, UDP et voir l'utilisation globale des ports, des services, y compris le nombre total de paquets transférés sur un port particulier entre deux autres. Donc ensuite, on va essayer de visualiser la conversation IP, à repérer et voir s'il n'y a pas une adresse IP, entre guillemets, étrange, suspecte, non habituelle, qui est utilisée. Alors, on va se fermer la fenêtre de hiérarchie et on va retourner dans statistiques et cette fois-ci, on va s'intéresser aux conversations. Voilà. Donc là, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on voit? On voit en Ethernet 4, là, on a quoi? On a nos adresses, adresse MAC, IPv4, IPv6, TCP3, UDP3. Donc pourquoi 3? Parce que 1, 2, 3. D'accord? Pourquoi 4? Parce que 1, 2, 3, 4. D'accord? Ça vous indique le nombre d'adresses qui ont été interceptées, tout simplement. D'accord? L'UDP3, c'est pas un protocole. L'UDP, c'est un protocole. Le 3, c'est juste pour te notifier que tu as 3 adresses. D'accord? Ne vous embrouillez pas. Si vous débutez, vous allez dire, mais c'est quoi en fait l'Ethernet 4? Ça veut dire qu'il y a un Ethernet 3, un Ethernet 2? Oui, il y a un Ethernet 2, c'est vrai. Il y a un Ethernet 1 aussi. Mais voilà, vous embrouillez pas, c'est juste, ça calcule le nombre de lignes. On va faire simple. D'accord? Donc nous, ce qui nous intéresse, on va se focaliser sur l'IPv4. D'accord? Et là, on voit qu'on a 4 adresses, en effet. D'accord? Donc c'est intéressant pour nous parce qu'on a une liste détaillée des adresses IP, des numéros de port, du nombre de paquets transférés, d'un point final, un endpoint, à un autre. Donc ces informations vont nous aider à identifier les adresses IP, les connexions, les ports suspects, analyser des détails. On va découvrir les adresses IP, les services utilisés par l'APT. Vous vous rappelez, c'est Bandy Yeti qui a fait cette APT. Ensuite, on va analyser les résultats dans une autre section, on va essayer de naviguer vers le TCP, regarder les résultats. Est-ce qu'il y a un port éventuellement 80 qui est utilisé comme support de communication en TCP? Et le port 80, vous le savez, ça correspond à, bien sûr, un protocole. Ça correspond à un service HTTP. D'accord? Donc ensuite, on peut voir que le service DNS est également utilisé en accédant à la section UDP. On voit le 53.
D'accord? On voit ici un 123. Donc, il va falloir analyser les ports. Et en TCP, on voit du 33,89, d'accord? Et du 80. 33,89 euros à distance, hein? Tout de suite. Mais t'as un doute, c'est pas grave. Regarde, tu apprends, hein? 33,89, tu vois? Hop, 33,89. Qu'est-ce qu'il y a? T'es en train d'étudier le CEH? C'est du RDP, d'accord? Remote Desktop Protocol. Il vous le dit là. D'accord? Et puis c'est pareil, moi le port 123, honnêtement, je sais pas. C'est quoi le port 123? Ok, NTP. Gestion serveur temps. Les NTP, ils sont omniprésents. D'accord. Et moi, le problème, c'est quoi? Donc, on a un serveur temps, on a deux communications via du DNS, d'accord, si je résume, et en TCP, on a deux ports en HTTP et on a une connexion en RDP, bureau à distance, qui permet de prendre le contrôle du PC à distance, d'accord. Donc, voilà, déjà, ça nous... on commence à comprendre. Maintenant, il va falloir faire des vérifications, d'accord? Regarder la statistique des paquets, identification du service, vérification de la réputation de l'adresse IP. On va se poser des questions, il va falloir y répondre. Quelles sont les questions qu'on peut se poser légitimement en voyant ces logs? On pourrait se poser la question déjà, quelles sont les adresses IP qui sont utilisées, d'accord? Est-ce qu'il n'y a pas une adresse IP suspecte qui a été détectée naturellement? Est-ce qu'il n'y a pas une utilisation suspecte du port qui a été détectée? Quels sont les numéros de port et les services qui sont utilisés? Et existe-t-il un niveau de trafic anormal sur un port ou sur un service? D'accord? Donc, on va utiliser nos techniques d'OSINT, on va faire de la reconnaissance, on va faire du threat intel, tout ça. Vous voyez que on conjugue toutes les techniques qu'on apprend en cybersécurité et elles vont toutes vous servir. C'est pour ça que vous devez être bon en tout. Et ça prendra du temps, mais c'est, encore une fois, vous voyez, on peut pas parler de réseau si on parle pas là d'OSINT, parce qu'il va falloir creuser, d'accord? Il va falloir Google Dorker, il va falloir aller sur des sites précis pour faire de l'intelligence de menace, savoir si ça n'a pas été détecté, est-ce qu'on connaît cette adresse IP, etc., etc. Alors bien sûr, la facilité, ça serait de se dire, bah écoute, ouais, on va aller voir, on va faire une vérification de réputation sur les adresses IP, les domaines suspects, et puis voilà, c'est réglé. Non, mais il faut approfondir, d'accord? En plus, si rien de suspect n'est détecté à ce stade, ça sert à rien de s'emballer, et vous pouvez apporter aucun crédit au contrôle de réputation. Il va falloir pousser votre analyse pour découvrir les anomalies potentielles. Donc, on va utiliser un peu de Google Dork, même Google tout simplement, même pas besoin de dorker pour ça, mais on va réutiliser les techniques qu'on a vues le jour 3 et le jour 6, et on va essayer de se renseigner un peu plus sur justement numéro de port, service, protocole, adresse IP, source et destination. Donc, le premier truc qu'on peut faire, c'est se prendre tout simplement de quoi prendre des notes. Voilà, au niveau de nos adresses IP, 1, 2, 3, 4, 5, 6 adresses. D'accord? Donc là, on commence à avoir déjà une vision un petit peu plus objective. On sait sur quoi on va se focaliser, on a nos protocoles et on a les ports associés. J'ai fait de la reconnaissance, plus rien ne me surprend. Je sais que le DNS c'est UDP 53, NTP 123 on est en UDP, HTTP on est en quoi? En TCP, port 80, et en RDP on est sur le 3389. Ok, donc maintenant grâce à la conversation je commence à comprendre. Adresse IP source, destination, protocole, numéro de port et les services associés. D'accord? Les services, le DNS c'est un service, le NTP c'est un service, le protocole HTTP, ça te rend également un service, et le RDP te rend également un service. Donc on va se concentrer sur l'HTTP et le DNS, de par la nature de ces protocoles, tout ce qui est transféré sur ces protocoles. Pourquoi c'est intéressant pour nous? Parce que c'est en texte clair. Donc on va pouvoir suivre les paquets et voir exactement ce qui s'est passé. Donc on va filtrer les paquets DNS pour visualiser les domaines interactifs. C'est un bon début avant de plonger en profondeur dans les autres données, en clear text, en texte clair. On va mettre ça de côté. Je vais fermer. Alors, on va les conversations. Je peux fermer ça. On va aller donc appliquer un filtre. Et vous voyez que si je tape DNS, c'est intéressant. Déjà, tout est en minuscule. Donc, tu peux pas mettre de majuscule. C'est sensible à la casse. Mais si je tape DNS, Wireshark est intelligent. Il te dit, tu veux utiliser un filtre sur le DNS? Tiens, prends-le. D'accord? Je le prends. Et voilà. On se retrouve avec notre DNS. On voit le 342, au niveau de notre RAM. 342, 343, 739, 740. Alors là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est un follow. Et on va suivre le flux, puisqu'on parle de flux réseau, et on a vu que l'UDP
53, c'est du DNS. Voilà. Donc on voit qu'il essaye de résoudre vers des CDN, visiblement. Hein. On retrouve le bandit Yeti.cdn. quelque chose. Donc il va falloir qu'on creuse. D'accord. Donc les adresses DNS, hein, les paquets, nous aideront à identifier les adresses. Donc les paquets, hein, DNS vont nous aider à identifier les adresses de domaines connectés pour décider si elles sont affiliées ou non à la menace, hein, bandit Yeti. Là, très clairement, on peut commencer à douter que c'est un trafic légitime. Ça, c'est le follow stream. On y reviendra plus tard, mais vous devez vous intéresser si on revient. Donc, vous voyez que là, il y a un nouveau filtre qui a été appliqué qui s'appelle quoi? UDP stream equal à 1. Ça me permet de suivre. Mais revenons à DNS. Si je regarde, on va aller voir là-dedans. Hop. Et je vous disais, hein, on peut regarder toutes les couches. D'accord? Ce qui nous intéresse. UDP. OK. Protocole. On a vu que c'est le port 63. Et tout en bas, qu'est-ce qu'on voit? On voit notre requête. Query DNS. Domain Name System. Parfait. En fait, c'est ça là qui nous intéresse. Donc, on va réduire tout pour gagner un peu en place. Hein. Si vous n'avez pas besoin, prenez l'habitude de réduire, sinon vous allez être pollué, hein, surtout quand vous débutez. Parfait. On voit les flags, hein, qui sont associés, puisque chaque protocole utilise certains flags, hein, au niveau du réseau, en bas niveau. En gros, les drapeaux, hein, c'est soit c'est des booléens, soit c'est 0, soit c'est 1. D'accord? Soit là, on voit l'opcode, hein, c'est une série de 0. Mais bon, c'est ça qui va déterminer, en fait, en fonction de la position de vos flags. Hein, là, on voit la requête standard, classique du DNS. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Et si vous regardez, très souvent, c'est une diagonale, en fait, hein, comme ça. Donc, je ne vais pas encore rentrer dans les détails, mais on voit les requêtes et on voit surtout, au niveau de la query, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça tape vers notre cdn.bandiyeti.thm. Intéressant, on le retrouve ici. Hein, ça a été traduit, tu vois, en ASCII. Et on retrouve exactement ça dans le flux, hein, qu'on vient de suivre. Et on a vu que ça se connectait à bandiyeti.thm, enfin cdn.bandiyeti. Donc on a un sous-domaine CDN, on a un nom de domaine bandiyeti, on a un TLD, top level domain, qui est le point .thm, et ensuite on est aux routes. D'accord? Donc là, déjà, on a une adresse sympathique. On va pouvoir la copier et on va se l'ajouter. Protocole de hiérarchie. OK, on a dit qu'on s'intéressait au protocole transfert. Hein, on voit qu'en pourcent de paquets, ça représente 0,3%. Alors, c'est pareil, c'est contextuel. Hein, ça, je vous l'ai pas dit, je te remonte. Regarde, on repasse sur du DNS. Si je vais quoi? Je reprends exactement... Je retourne dans protocole hiérarchie, tu vois que maintenant on se focalise sur quoi? IPv4, UDP. T'as plus que l'UDP et le DNS. Mais pourquoi? Il te le dit en bas. Regarde, tu te focalises sur du DNS. D'accord? Donc faites attention. Hein, quand vous voulez avoir une vision globale, il va falloir retirer vos filtres. Sinon, ça va fausser vos résultats. D'accord? Pareil, je te montre un autre truc. Tu veux récupérer quoi? Le pourcentage de paquets du DNS, mais t'as appliqué un autre filtre entre-temps. T'étais en HTTP. Et là, tu te dis, OK, je vais récupérer les statistiques. Et là, tu te dis, mais attends, je comprends pas. J'ai pas de DNS. Mais c'est normal. Pourquoi? Ton filtre, il est en HTTP. D'accord? Donc, c'est contextuel. Hein. En fonction des filtres que vous appliquez, naturellement, ça va jouer sur la vue du protocole, de la hiérarchie des protocoles au niveau des statistiques. Ça, c'est les premières erreurs qu'on fait quand on débute. Ensuite, au niveau de la conversation, hein, on va aller en UDP. On nous demande quel est le numéro de port qui a reçu plus de 1000 paquets. Alors, pareil, faites sauter les filtres, on repart sur l'ensemble de la vue, statistiques, conversation, TCP, ok? Plus de 1000 paquets, ben tu l'as là, d'accord? 1125. Donc, on voit que on a... Qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça? Trafic important, 1025 paquets sur un protocole qui est assez sensible, qui est le 3389, le port, qui gère le service bureau à distance. D'accord? Donc, quel est le numéro de port? C'est le 3389. Quel est le nom du service? C'est le bureau à distance. Donc, le Remote Desktop Protocol, aka RDP. D'accord? Ensuite, DNS, intéressons-nous. On filtre DNS. Hop. Repartons.
on nous demande quel est le nom des fichiers demandés. D'accord? Alors, on nous demande quel est le nom de domaine. Entrer les domaines dans l'ordre alphabétique et au format dfunc. D'accord? Donc, on a vu ce que c'était le dfunc. Alors, il y en a deux. Entrer les domaines. Ah ouais, on a le Best Festival Company et on a le CDN Bungie. Yeti. D'accord? Alors, on va commencer par le Best Festival. Best Festival Company.thm. Et on a le CDN Bandit Yeti.thm. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire? Bah, on va se les dfunk. Hop. Je sais pas si la machine elle a une connexion internet ou pas. Je pense pas en fait. Je pense pas. Ça a pas l'air très vif. Si, ça charge pas. Je pense pas qu'elle a une connexion réseau. Il faut du JavaScript. Ne bloquez pas les scripts, ça ne va pas marcher. Parfait. Donc, je prends ça. J'avais commencé à defang à la main, mais on va pas se prendre la tête. Qu'est-ce que je veux? Je veux neutraliser. Defang URL. Hop, je fais ma petite recette et on se retrouve avec ça. Donc, valide domaine. Escape. Alors, ça c'est le premier. Et on récupère le deuxième. Donc, on va tout modifier. Et nous, on a vu que c'est le CDN. Content Delivery. Voilà le deuxième. D'accord? Donc ça, c'est la réponse. Ensuite, on nous demande de filtrer les paquets HTTP. Réflexe. Tout de suite, je change de filtre. D'accord? Quels sont les noms des fichiers demandés? Alors, on voit qu'on a un get, donc on récupère la favicon, donc l'icône, c'est ce qu'on avait vu dans les précédentes vidéos, et notre mysterygift.exe. Je peux, pour m'assurer, pareil, faire un follow. Alors, HTTP stream, on récupère et on voit la communication. On voit que c'est même un serveur, Windows, NT10, Windows 10 avec Mozilla 5.0 qui a fait quoi? Qui a téléchargé un fichier avec une requête get, un verbe get, mysterygift.exe via le protocole HTTP via cette machine. D'accord? Et on retrouve quoi? On retrouve ce qu'on a vu dans la précédente vidéo, notre fameux MZ. Je vous l'avais présenté. Je vous avais dit que c'est une signature typique d'un programme. Microsoft. Et là, pourquoi on le voit pas? Tout simplement parce que c'est quoi? C'est le get. Là, ça, il fait le get, on a le protocole HTTP et dans le body, on a quoi? On a la structure du binaire. C'est pour ça qu'on peut pas la lire. Pourquoi? Parce qu'il est compilé, le programme. D'accord? Donc, c'est illisible. Allons à la fin de la communication. Et ça s'arrête à la fin. D'accord. Ok. Donc là, ce qu'on fait, en fait, techniquement, pour que vous compreniez mieux, on suit tout le protocole HTTP. D'accord? Au lieu de passer de paquet en paquet, ça serait beaucoup trop compliqué. T'imagines, il faut que je regarde ça. Ensuite, là, j'ai que 4 paquets. Tu vois? Donc, à la limite, je peux le faire à la main. Mais qu'est-ce que fait le follow stream? En fait, il te concatène toutes les informations qui sont comprises ici en un fichier. D'accord? Que ça soit extrêmement lisible. On aurait pu faire quoi? HTTP, on a fait un follow HTTP, on peut faire suivre carrément tout le TCP. Et là, en l'occurrence, comme on n'a que 4 paquets, d'accord? C'est exactement la même chose pour nous. D'accord? Et n'oubliez pas que vous pouvez changer aussi l'encodage, passer en UTF-8. D'accord? Parfois, il faudra jouer sur l'encodage pour mieux comprendre. Là, j'ai mon xdump et tu retrouves exactement ce qu'il y a là. Tu vois que j'invente rien. Voilà, c'est une vue améliorée de cette vue que tu as là.
D'accord? Quand tu passes en exdump. Sauf que là, il est en mode exdump. Lui, automatiquement, il te le traduit en ASCII parce que c'est ce qu'on comprend le mieux, nous, êtres humains. D'accord? Et après, tu peux jouer. Est-ce que tu veux l'entièreté de la conversation? Est-ce que tu veux juste... c'est un canal de communication qui est quoi? Qui est bicanal. D'accord? Un ordinateur communique à un autre et l'autre, sur un autre canal, lui répond. Donc, tu peux choisir soit avoir une communication vers un ordinateur, soit l'autre communication qui vient de l'ordinateur, ou les deux en même temps. Tu comprends ce que je veux te dire? Soit d'un point à un point B, soit d'un point B à un point A. Donc pareil, tu peux filtrer. C'est possible de le faire ici. Voilà, mais on verra tout ça. Ok, donc si on se concentre sur ce qu'on a dit, et il nous faut quoi? Notre favicon.echo. Voilà les deux. Favicon d'abord, virgule, mysterygift.exe. Ensuite, on nous dit quelle adresse IP a téléchargé le fichier exécutable. Alors, c'est là qu'on va continuer. Donc, on a vu notre protocole DNS. On va se focaliser maintenant sur HTTP. Je vais revenir avant qu'on réponde aux questions. Donc, on s'est focalisé sur notre HTTP pour filtrer et visualiser les paquets. Ensuite, on va cliquer sur le premier paquet. C'est celui du haut. C'est le 353, le plus petit. Donc, pareil, en analyse, on voit qu'on a une GET request. Donc, obtenir typiquement une demande qui est utilisée par le client pour envoyer une demande à un serveur. D'accord? Et c'est comme ça qu'il récupère les ressources. D'accord? Cette demande, elle se termine par quoi? C'est ce qu'on l'a vu à l'instant, par la réception de données de ressources. Par conséquent, il faut examiner ces demandes pour voir s'il n'y a pas notre endpoint. Le endpoint, on a vu que c'est quoi? C'est la favicon echo et c'est le fichier final, c'est le mysterygift.exe qui est demandé. Et là, malheureusement, on a vu que c'est le cas. On a vu même que c'est téléchargé sur la machine. Et c'est comme ça qu'il y a eu la compromission initiale. On a vu qu'il y a un des elfes qui avait cliqué, que Explorer avait lancé quoi? CMD avait lancé mysterygift.exe. Vous voyez comment on commence à corréler toutes les informations de notre analyse? On commence à avoir une vision beaucoup plus claire de ce qui s'est passé, des différents événements. D'accord? Alors, il faut s'intéresser au user agent aussi. Vous le savez, si on parle de protocole HTTP, il faut évaluer le user agent pour voir est-ce que ce sont quoi? Quelque chose de standard, de pas standard? Est-ce qu'il y a des anomalies? Qu'est-ce qui pourrait m'indiquer qu'il se passe des choses bizarres? Là, on est TCP. Regardons un petit peu le protocole. D'accord? On voit la requête, on voit le user agent, on voit Lost, le keep alive. Donc, il veut garder la communication ouverte. On voit le content, MS download, application. Donc, voilà, ça devrait vous mettre sur la piste. En effet, le media type, on peut aller creuser. On retrouve le MIME, le MIME, application XS MS download. Tu peux faire une recherche, pareil, il n'y a pas de honte à avoir, vas-y. Expérimental. Il devrait être évité, mais en tout cas, on voit que on retrouve ça pour une DLL ou un exe. D'accord? Donc, viens avec le MIME, le MIME type, ça devrait déjà te mettre un petit peu sur la piste. Et pareil, après, on se pose des questions, on fait des vérifications. C'est le boulot d'analyste. D'accord? Questions à se poser, réponses, les contrôles à faire. D'accord? Les HTTP GET au niveau des demandes, les URI qui sont demandés, les demandes HTTP, les différents autres, les agents utilisateurs, les user agents qui sont utilisés. Et puis après, quelles adresses sont communiquées, quelles sont les ressources entre les adresses au niveau des partage de fichiers, quel fichier est téléchargé, d'accord? Quel événement me prouve que c'est bien le cas? Et quels sont les user agents? Quel est le nom du fichier? Quel est le MIME associé? Quel est le protocole qui a été utilisé? Quel est le port qui a été utilisé? Et le user agent, est-ce que ça semble inhabituel, suspect ou mal formé? Là, en l'occurrence, il n'y a pas de... Pour l'instant, il n'y a rien de bizarre. Enfin, il n'y a rien de bizarre. On sait que c'est un fichier malicieux, mais si tu veux, au niveau du user agent, il n'y a rien de très suspect. Donc là, ça devient intéressant. Parce qu'autant là, ça me met pas trop le doute. C'est un user agent classique, Windows NT10 en anglais, qui utilise quand même du PowerShell. Donc, tu peux commencer à te poser des questions. C'est jusque là, ça va, mais par contre, je vois après que c'est Windows PowerShell 5.1 qui fait une requête vers Internet. Ça commence à sentir un peu bizarre. Et on continue. Si t'as des doutes, qu'est-ce qu'on peut regarder? NIM HTTP client.
Nîmes, on a vu que c'est de notre compilateur. C'est quoi ce délire? Ok, donc il y a le compilateur qui a fait un appel et on a via du PowerShell une machine Windows 10 qui s'est connectée, qui a lancé Firefox Mozilla et qui est allé récupérer une adresse. D'accord? Et là, on voit du VND icône. C'est normal. C'est le fameux fichier .ico, comme icône. La favicon, c'est la bannière. Et c'est notre favicon.ico, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Donc là, il n'y a plus de doute à avoir, c'est suspect. D'accord? Donc, on a identifié les connexions, entre guillemets, furtives, hein, du bandit Yeti. Donc, on peut se douter qu'il s'est passé des choses bizarres, hein, même s'il utilise des services qui sont couramment utilisés, il y a, encore une fois, ça a généré du bruit, hein, sur les protocoles, et là, visiblement, on l'a détecté naturellement. Vous avez dans cet exercice tout ce qu'il faut pas faire lorsqu'on lance une APT. Cependant, même si on est de plus en plus suspicieux, encore une fois, il y a pas non plus des anomalies évidentes, hein. Est-ce que on a fait un scan avec Nmap? Non. Est-ce qu'on a fait des tentatives de force brute sur un port SSH ou FTP? Non. Est-ce qu'il y a eu de l'exploitation? Est-ce que j'ai vu qu'on a poussé des charges utiles vers mon serveur? Non. Mais il contient quand même des connexions suspectes, ok? Des actions sur des fichiers, hein. Donc tout ça, ça doit déjà nous alerter. Et déjà, c'est une analyse vite fait qu'on vient de faire, mais on sait que il va falloir cette fois-ci passer à une analyse beaucoup plus approfondie. D'accord? Avant de terminer notre dossier, hein, et de l'escalader ensuite aux analystes de niveau supérieur. Donc, pour résumer, on peut dire qu'on a détecté 2 adresses de domaine non identifiées, hein, qui sont fortement associées à Bandit Yeti APT. On l'a vu, le cdn.bandiyeti.thm. On a identifié les adresses IP, les numéros de port, les adresses de domaine. Maintenant, on va se concentrer sur ce qui a été extrait, hein, des fichiers partagés. On a vu qu'on utilisait le protocole HTTP. On va s'occuper de tout ça. Export object, et on veut ce qui a été exporté en HTTP. D'accord? Et là, la beauté de la chose, c'est que quoi? On va pouvoir sauvegarder à partir du pick-up, quand je vous dis que ça enregistre tout. D'accord? À partir du pick-up, on va pouvoir enregistrer le fichier. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de récupérer le malware. D'accord? Donc, pensez en entreprise, en tant que salarié, la puissance qu'a votre patron sur vous. Il sait tout ce que vous faites. Dans les grosses entreprises, si vous le savez pas, je vais tenter de vous ouvrir les yeux, on a Wireshark qui tourne sur tous les liens de l'entreprise. Donc quand toi, tu vas te connecter à Internet, télécharger peut-être un Warez parce que tu as envie de jouer à ton jeu piraté le soir à la maison, fais gaffe, ils ont tout sur toi. Ils y récupèrent tout. Tout ce que tu récupères, ils le récupèrent et ils vont monter un dossier et ils vont te virer. D'accord? Donc tu es constamment espionné en entreprise. Je tiens à te le dire. Hein, parce qu'il y a des gens qui se disent « Ouais, mais attends, il n'y a pas quelqu'un qui me surveille H24 derrière mon ordinateur. » On n'a pas besoin de la personne. Tout est automatisé, informatisé. Attention à ce que tu fais en entreprise. Conseil de l'ancien. Maintenant, on est quasiment bon. Hein, on pourrait vérifier encore quelque chose. Il y a toujours plein de choses à vérifier. Mais faire, justement, analyser le mystery gift. Bon, on l'a fait dans la précédente vidéo. Voir, pareil, le hachage, hein, au niveau des fichiers. Et quelle est la réputation du fichier. Et le plus simple qu'on puisse faire, je suis dans quoi là? On va aller dans desktop, voilà. Et on fait un MD5 sum sur notre mystery. Voilà. Hein. On récupère notre valeur de hash et on sera allé sur virus total et on aurait vu que ça sent pas bon, d'accord? Réputation du hachage sur virus total, virus, ni plus ni moins, 43 sur 68, ok? C'est flagué, PE-exe, bah oui, on a vu que c'était un PE64, d'accord? C'est bien du 64 bits, hein? Donc vous voyez, tout ce qu'on a vu hier, c'est bien ça. On a vu qu'il y a des modules qui se lançaient, hein, dans la mémoire partagée, qui se donnaient les droits, etc., etc. Oui, c'est un troyen, d'accord? Ok. Donc, quels sont les fichiers partagés? On a maintenant notre réponse. La réputation du hachage, elle est bien suspecte et malveillante. Et on a nos domaines qui ont hébergé le fichier suspect et malveillant.
D'accord? Donc voilà un petit peu le flux de travail, hein, le workflow, les étapes séquentielles que vous devez suivre pour faire votre analyse. Vérifiez naturellement à chaque fois que vous extrayez d'un fichier pickup un fichier, allez voir, faites du threat intel sur Virus Total pour voir, hein, la menace et faire de l'intelligence de menace, comme on dit en bon français. Vous devez corréler les résultats et vous rappeler des adresses, hein. Tout ça, c'est pour ça qu'il faut prendre des notes, hein. Mais je vous ai dit depuis le début, si vous connaissez un peu mes milliers de vidéos que je vous ai faites, je vous dis tout le temps, vous devez constamment prendre des notes. D'accord? Vous devez avoir un classeur, un bloc-notes. D'accord? Vous devez avoir une base de données. Notez tout ça. D'accord? Et c'est ce qui va permettre d'enrichir votre analyse avant de pouvoir l'escalader au niveau 2, niveau 3, si vous êtes analyse SOC L1. D'accord? Ou N1, comme on dit en français. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La création de rapports, hein, de vos résultats, escalade de l'échantillon vers les analyses de niveau supérieur qui vont effectuer une analyse plus approfondie. D'accord? Donc, adresse IP suspecte à associer au bandit Yeti, c'est fait. Adresse de domaine suspecte liée à l'APT, c'est fait. Connexion à des adresses suspectes, c'est fait. Les URI demandés, c'est fait. Les agents utilisateurs usagers, c'est fait. Nom et extension hachage de fichiers partagés et nom de serveur hébergeant les fichiers partagés, c'est fait. On vient de terminer notre analyse. D'accord? Donc, c'est le flux de travail, le processus d'analyse initiale d'un fichier pickup Wireshark, qui est tout simplement un fichier qui représente l'analyse de paquets qui a été sniffé, hein, au sein d'un réseau. On avait vu qu'on avait différentes machines. Il faudra faire une analyse approfondie, créer des règles de détection pour renforcer les défenses via du Yara, via du Sigma, mettre en œuvre, bloquer les activités, bloquer les adresses IP malicieuses, bloquer les noms de domaine à l'avenir. D'accord? Donc, encore une fois, hein, c'est un travail de longue haleine. On va maintenant répondre aux questions et on en aura fini pour cette vidéo. Voilà, donc on a identifié les traces de bandits Yeti sur le réseau du Père Noël. Donc il nous reste quelques questions. On s'était arrêté donc au protocole HTTP, on avait vu qu'on avait favicon et mystery gift. On nous dit ensuite quelle adresse IP a téléchargé le fichier exécutable. Alors, on revient, on retourne sur notre protocole HTTP et on a notre réponse. Qu'est-ce qui a téléchargé? C'est la destination ou c'est la source? C'est naturellement la source, hein. Rappelez-vous, en réseau, la source, c'est toi. D'accord? La destination, c'est peut-être le serveur de Google que tu veux atteindre. D'accord? Par contre, quand le serveur de Google te renvoie une page web vers totolehacker.fr pour que tu la charges dans ton navigateur, hein, toi, tu es la destination, lui est la source. Hein, encore une fois, dans un canal de communication qui est biparti, tout dépend de quel côté tu te mets. D'accord? T'es quoi, côté client ou côté serveur? D'accord? Alors, si on a l'adresse IP on l'a là. Je vais faire un copy à ce texte. On va le defang via notre ami. On va le defang ici. Hop, on va defang ça. C'est la première. J'efface le reste. Defang IP adresse. Autant pour moi. Donc ça, on l'efface. Et maintenant, on passe en IP adresse. Voilà. D'accord? Donc à chaque fois que vous communiquez, rappelez-vous, hein, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, on nous dit quelle est l'adresse de domaine qui héberge le fichier malveillant. Bah, on a la réponse, hein, c'est notre quoi. CDM bandiyeti.thm en mode defang, hein, qu'on a donné tout à l'heure. Alors on peut le voir là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Revenons sur notre HTTP. On voit notre get et là on doit avoir quoi? Bah, il doit y avoir une partie quoi. Host peut-être, hein? Source, ouais, ok, tac. Source, destination, parfait. Hypertexte. On a l'host. D'accord?
Ok, donc ça c'est bien l'adresse de domaine qui héberge le fichier exécutable. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Quelle est la valeur de user agent qui a été utilisée pour le fichier? Oh là là, le user agent, c'est quoi? Il est ici. Ah, le fichier non exécutable. Autant pour moi, je suis en train de partir en cacahuète. Donc c'est celui-ci. C'est notre NIM. Vu que c'est lui qui a téléchargé la favicon. Ouais, exact. Donc copie en tant que printable text. Autant pour moi, je crois qu'il parlait de l'autre. C'est bien ça, NIM http client /168. Ok, donc exporter, calculer la valeur de hachage. Alors, on l'avait déjà fait, mais je l'ai fait en MD5, on va le faire en SHA-256. SHA-256 sur Mystery. Et on récupère la réponse. Alors, rechercher les valeurs de hachage du fichier virus total, accéder à comportement, plusieurs adresses sont associées à ce fichier. Quelles sont les adresses connectées? Entrez l'adresse défangée dans l'ordre numérique. Adresse, ok, IP adresse. On a les détails. Ça, c'est au niveau de la structure, relation. On a là les adresses. Donc, il faut les defang. Et il y en a une. Donc, on va effacer, on va prendre des IP adresses, cette fois-ci. Hop là. Voilà. Donc, l'UDP, on s'en fout. C'est ce qu'ils nous disent. Donc, on va récupérer ça. Donc, première. Deuxième. Donc, vous mettez pas les 2.443 TCP, hein, ça on s'en fout. Vous l'avez compris. On veut juste les adresses IP. 64, 76. Voilà. Et la 888, on s'en fout. Pourquoi? Bah, c'est les serveurs de quoi? 888, c'est les serveurs de Google. Comment je sais ça? Très bonne question. Bah, t'as qu'à aller voir. 8, c'est le nominal de Google, des serveurs Google, et 4, c'est le serveur de secours. Hein, pour info, si vous débutez. 8, c'est quoi ça? Je peux pinguer? Non, je peux pas pinguer comme ça. Mais je peux demander à Google. DNS de Google. Ok? Pardon. 8 et 8844. Autant pour moi. Je suis en train de m'embrouiller tout seul. D'accord? Donc ça, c'est pareil, c'est des adresses. Au fil du temps, vous allez les connaître par cœur, hein, comme Cloudflare, c'est c'est quoi? Cloudflare? Hein? D'accord? Donc il y a des adresses DNS que vous allez récurrentes, hein, que vous pouvez configurer d'ailleurs pour si je mets 1 au niveau de mes réglages DNS dans quoi? Dans Proton, enfin pas dans Proton VPN, mais dans la configuration de mes serveurs DNS sur mon Windows, je vais utiliser Cloudflare. Si je mets 8888, je vais utiliser les serveurs de Google, etc., etc., etc. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.